à toutes et à tous. D'un côté, Mahmoud Abbas assure que les Palestiniens ne renonceront pas au droit au retour des réfugiés et qu'ils n'accepteront pas de reconnaître Israël comme État du peuple juif. De l'autre, Benyamin Netanyahou promet qu'il n'évacuera aucun Israélien et donc qu'il ne démantèlera aucune implantation. Un durcissement des positions de part et d'autre qui semble confirmer que les négociations israélo-palestiniennes reprises en juillet dernier sont dans l'impasse. Pour certains, c'est le principe même des deux États pour les deux peuples qui est remis en cause. En Israël, dans certains cercles de la gauche radicale, mais aussi, et c'est relativement nouveau, chez les partisans, en tout cas chez certains partisans du Grand Israël, on envisage une autre option, celle d'un État unique de la Méditerranée au Jourdain. On en discute aujourd'hui avec Michael Blum, de l'agence France Presse, un autre Blum, Shraga, journaliste indépendant, et Daniel Sheikh, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Je rappelle, monsieur Sheikh, que vous avez été ambassadeur d'Israël en France. Merci à tous les trois. Le principe des deux États pour les deux peuples est-il encore d'actualité? C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. On entame le débat après les explications en images de Cyril Amar. Seule la solution des deux États pour deux peuples est à même de garantir l'avenir de l'entreprise sioniste. Il n'y a pas de solution plus juste que celle des deux États-nations pour les deux peuples. Deux États, l'État d'Israël et l'État palestinien. Un État palestinien démilitarisé aux côtés de l'État juif. 46 ans que ça dure, que la gauche et la droite israélienne se déchirent sur cette question. Êtes-vous pour ou contre la création d'un État palestinien? Les Israéliens ont vécu à l'intérieur de la ligne verte de 1948 à 1967, à peine 19 ans. Et cela fait plus de 46 ans, soit 2 fois et demi plus, que l'État juif vit avec les territoires. Plus d'un demi-million d'Israéliens y vivent, soit un citoyen juif sur 10 qui vit au-delà de la ligne verte, ligne qui tend de plus en plus à s'estomper. À vrai dire, je suis beaucoup moins sûr qu'avant que la solution des deux États est encore réalisable. Il est très possible que le train soit déjà passé. Mais si certains Israéliens sont amers, d'autres se réjouissent de voir la solution des deux États repoussée aux calendes grecques. Aucun gouvernement israélien, qu'il soit dirigé par le Likoud, par le Parti travailliste ou par Yair Lapid, n'osera déraciner 100 000 Israéliens de leur foyer. Quelques chiffres. Le nombre d'habitants juifs dans les territoires n'a jamais cessé de croître depuis 1967. Il dépasse aujourd'hui le demi-million. En notant de ce chiffre les habitants juifs de Jérusalem-Est, il reste encore 350 000 personnes. Retranchons à cela encore les grands blocs d'implantation, les échanges de territoires. Dans le scénario le plus optimiste du point de vue israélien, il faudrait évacuer en cas d'accord pas moins de 70 000 habitants des localités juives de Cisjordanie, soit 10 fois plus que lors du désengagement de la bande de Gaza. Et les Palestiniens, qu'en pensent-ils? Nous sommes allés poser la question à Khalil Shkaki, directeur d'un centre palestinien de sondage à Ramallah. Il y a aujourd'hui une réalité de facto. Personne n'en veut, mais c'est la réalité. Israéliens et Palestiniens vivent dans une réalité, celle de l'État unique. Ça fait 19 ans qu'on négocie et on n'avance nulle part. Au contraire, le monde entier est contre nous. Si on a les mêmes droits et qu'on vit dans l'égalité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, l'essentiel c'est de vivre dans la dignité. C'est un train qui nous mène vers une contrée indésirable, celle de la fin du rêve sioniste. Peut-être un jour faudra-t-il songer à de nouvelles solutions, s'il en existe. Peut-être qu'un jour Israéliens et Palestiniens se dirigeront lentement mais sûrement vers l'État binational. Ou peut-être qu'un événement apocalyptique, qui sait, fera un jour revivre la solution des deux États. Peut-être. Mais en attendant, avec la construction qui se poursuit dans les territoires, avec les actuelles directions israéliennes et palestiniennes, chaque jour qui passe rend un peu plus désuète la séparation entre Israéliens et Palestiniens. Daniel Sheikh, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Tout le monde parle de deux États pour les deux peuples, tout le monde, ou presque tout le monde, en tout cas les représentants officiels d'Israël, Benyamin Netanyahou y compris, ne cessent de le répéter, la solution la plus juste, la plus réalisable, c'est deux États pour deux peuples. Alors que, si l'on en croit, en tout cas, les données que ce reportage nous dévoile ou nous rappelle, eh bien, sur le terrain, la solution des deux États n'est plus applicable, tout simplement. Non, ce n'est pas vrai qu'elle n'est pas applicable, elle n'est pas appliquée, simplement parce qu'il n'y a pas un accord signé ou conclu avec l'autre partie. Mais qu'il ne soit pas applicable, ça, personne ne le sait. Écoutez, moi je suis un sioniste vieux jeu.
moi, l'idée de l'État d'Israël est basée sur les principes d'un État juif et démocratique. Et tout simplement, il n'y a pas moyen d'avoir un État juif et démocratique en gardant, pas les territoires. Les territoires, on peut les garder, mais il y a un problème avec les territoires, c'est qu'ils ne sont pas dépeuplés. Il y a des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui y vivent, et ils ne sont pas tous sionistes. Et ils ne sont pas tous... ils ne soutiennent pas tous l'idée d'une souveraineté israélienne sur tout le territoire, comme vous avez dit au début, de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Et deuxième constat, sur les 4 premiers ministres qui ont été montrés dans ce reportage, 3 viennent, dans leur origine idéologique et politique, du camp de ceux qui refusaient la solution de 2 États, qui refusaient l'idée d'un État palestinien. Miraculeusement, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dû constater que c'est la seule solution viable. Elle n'est peut-être pas souhaitable, mais elle est viable. À la fois Ariel Sharon, Ehud Olmert et l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui tous les 3 n'étaient certainement pas idéologiquement enclins à donner aux Palestiniens de l'indépendance, mais arrivés au pouvoir, ils ont constaté que c'est la seule solution valable. Donc vous êtes en train de dire que le pragmatisme impose, le sens du pragmatisme et des réalités imposerait la solution des 2 États pour les 2 peuples. J'imagine, Shraga, que ce n'est pas tout à fait votre opinion. Pas du tout. D'abord, en ce qui concerne la viabilité, je crois que de toute façon, nous sommes dans un scénario où la bonne solution n'existe pas. Il n'y a que des mauvaises solutions. Il faut prendre peut-être celle qui sera la moins pire. En tout cas, l'État palestinien, à mon avis, est l'une des pires solutions, pour plusieurs raisons. Quelle est la moins pire solution, selon vous ? Oui, la moins pire solution, ce serait de trouver des arrangements avec les populations arabes qui vivent en Judée-Samarie, de leur donner une autonomie complète, mais pas des droits politiques, c'est-à-dire pas de dire citoyens. Les peuples étaient prêts à mourir, justement pour avoir cette notion d'indépendance, pour le droit de vote, pour leur propre indépendance. Un État palestinien aux portes d'Israël amènerait d'abord un tas d'éléments islamistes radicaux dans cet État-là, qui auraient de l'influence sur les Arabes de Galilée, sur les Arabes du Negev, même économiquement. Je ne parle même pas des droits historiques du peuple juif sur ces régions qui sont le berceau du peuple juif, mais je parle même au niveau pratique, au niveau économique, au niveau stratégique. Il est fondamental qu'Israël garde le contrôle sur la Judée-Samarie, et qu'il n'y ait pas un État palestinien qui serait la porte ouverte à du Qu'est-ce que vous faites des millions de citoyens palestiniens qui ne sont pas d'accord avec vous ? D'abord, vous parlez de 2 millions. Il y a beaucoup de... Il y a des millions. Il y a plus qu'un million, donc c'est des millions. Bien sûr. Je ne nie pas, 3 ou 4, c'est une autre question. Je ne nie pas qu'il y ait des Arabes palestiniens qui vivent sur ce territoire-là. Personne ne le nie. Que ce soit un peuple, c'est encore une autre question. Il y a un débat sur leur nombre précis. Ce qu'on appelle le spectre démographique, qui est brandi depuis 40-50 ans, on constate quoi ? D'abord que la proportion entre les 2 populations reste sensiblement la même, et même, j'irais même plus loin que cela, d'après des démographes très connus, comme Yoram Ettinger par exemple, le taux de fécondité juif Yoram Ettinger est devenu maintenant un démographe ? Oui, il est démographe, bien sûr qu'il est démographe. Et le taux de fécondité arabe dans ces territoires est en baisse pour diverses raisons, modernisation... Donc avec un peu de chance, ils vont disparaître. Je n'ai pas dit disparaître, mais la proportion de nous lancer à la figure chaque fois que la population palestinienne va devenir de plus en plus importante et va nous étouffer... Même si elle ne devient pas plus importante, si elle reste la même, vous avez une proportion... Est-ce que vous donnez le droit de vote ? Mais on peut tout à fait imaginer. Si vous annexez les territoires déjà à l'heure actuelle, déjà, 95% de la population arabe de Judée-Samarie n'est plus sous contrôle israélien. Ils votent au Parlement à Ramallah. Ils pourraient tout à fait voter, par exemple, en Jordanie. L'expression qui est connue... Ils pourraient voter à l'île Maurice. L'expression qui est très connue de dire on peut donner à ces personnes tous les droits en Israël, mais pas sur Israël. Alors j'aimerais que Michael Boum réagisse, parce que je crois savoir que votre conception des choses n'est ni celle de M. Sheikh, ni celle de Shraga. Ma conception ici n'a pas d'importance. Il y a en Israël aujourd'hui de plus en plus de voix qui défendent une autre solution. Une autre solution parce que la solution de l'État palestinien n'est pas viable, justement. Parce que ça représente des dangers, tant peut-être démographiques, peut-être politiques, peut-être sécuritaires surtout. Mais l'idée d'un État pour les 2 nations, dans le même espace, garder dans le même espace ces 2 populations, et là... contrairement à Shraga, oui, avec le droit de vote pour ces Palestiniens. Alors après, le chiffre, disons que
Ce qui est important, ce n'est pas les détails de savoir exactement qui va voter, quand, comment. Mais l'idée même que, oui, les Palestiniens... le principe d'un homme, une vote, hein, si vous dites ça, il me semble. Le principe de... D'un homme, une vote. De la démocratie. Mais non, je pense que la population palestinienne pourra voter. Aujourd'hui, il y a une dizaine de députés arabes israéliens à la Knesset. Je ne vois pas quel est le problème. Et si demain, il y en a 30, 40, et alors? Oui, bon. Alors, écoutez, un jour, il y aura un Premier ministre. On va reprendre ce débat. Vous parlez d'État juif et démocratique. démocratique. Je pense que c'est le seul moyen d'y arriver. J'aimerais juste qu'on prenne connaissance de deux exemples de ce qui s'écrit dans la presse israélienne sur ce débat. Regardez les arguments de Ben Dror Yemini dans le Mari. Ben Dror Yemini, très attaché au principe des deux États pour les deux peuples. La droite nous conduit à l'une de ces deux options, l'apartheid ou l'État binational, dont vous venez de parler en fait, Michael. De son côté, le centre-gauche persiste dans son erreur de croire qu'il existe côté palestinien un interlocuteur fiable, mais il a raison d'affirmer que la séparation est la seule des solutions. C'est un petit peu... vous êtes assez proche de ce qu'écrit Ben Dror Yemini. Oui, je vais vous dire, moi, en théorie, ce serait merveilleux si les deux peuples qui s'entretuent depuis des décennies, peut-être des siècles, trouveraient moyen de vivre paisiblement les uns avec les autres, comme mon ami Michael Blum le suggère. Je pense que quand vous regardez autour de vous dans d'autres pays qui se sont dissolus, justement parce qu'il y avait un manque d'harmonie nationale ou ethnique au sein d'un grand territoire, ça ne marche pas. C'est simplement, ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas de raison que ces deux peuples qui n'ont rien en commun idéologiquement ou dans leur source historique, et qui s'entretuent, qui ont vraiment beaucoup de mauvais sang historique derrière eux, que du jour au lendemain deviennent des concitoyens paisibles. Michael Blum, avant de réagir, je voudrais qu'on prenne connaissance de ce qu'a écrit Uri Elitzur. Uri Elitzur est l'un des intellectuels du mouvement des implantations et c'est un ancien collaborateur proche de Binyamin Netanyahou. Oui, il est possible d'annexer les territoires et d'intégrer 1,5 million de Palestiniens sans pour autant devenir un État binational. Comment ? Eh bien, en augmentant le nombre de sièges au Parlement, en établissant une constitution et en intégrant les nouveaux Arabes israéliens. Oui, je voudrais réagir à ce que Danny Sheikh a dit sur l'impossibilité de vivre en bonne entente et le seul moyen, comme souvent pour la gauche en Israël, il faut mettre des murs entre nous. Alors, Israël a fait la paix. Ces murs n'existent pas de toute Israël a fait la paix avec des murs culturels, des murs religieux, des murs nationaux, des murs justement, au niveau des récits Israël a fait la paix avec la historiques. Jordanie, avec l'Égypte, mais n'a pas fait la paix avec le peuple jordanien, avec le peuple égyptien. C'est une paix, il n'y a pas de guerre. Par contre, le seul endroit où la seule population arabe avec qui Israël a fait la paix, c'est les Arabes israéliens. Il y a aujourd'hui des 1,5 million d'Arabes qui vivent avec la nationalité israélienne, qui sont députés, qui sont médecins, qui font des études, qui vivent au sein de la société israélienne et avec qui ça se passe très bien. Il suffit d'accepter le principe que encore 1,5 million, et là je ne parle pas de la bande de Gaza, je parle uniquement de la Cisjordanie, 1,5 million, peut-être plus, d'Arabes palestiniens deviendraient israéliens avec la possibilité de vote et vraisemblablement, comme le dit Uri Elitzur, d'un vote pour leur propre parlement, une forme de deux chambres à l'intérieur d'Israël. Alors j'ai du mal à vous suivre. Si on annexe les territoires comme vous semblez le préconiser, eh bien, les Arabes palestiniens bénéficieront du droit de vote au Parlement israélien. Pourquoi ? Parce que c'est ça l'annexion, hein, c'est l'établissement de la loi israélienne, de la souveraineté israélienne totale sur les territoires. Donc il voterait à la Knesset. Il pourrait voter à la Knesset, bien sûr. Pourquoi non, vous parlez d'un second Parlement. Non, au sein de la Knesset, il y aurait peut-être deux chambres, comme il y a dans beaucoup d'autres pays. Et une chambre... non, pas selon l'ethnie, selon la géographie. C'est-à-dire que la Cisjordanie, où il y a une majorité palestinienne, serait représentée par des Palestiniens ou par des Juifs. Vous-même, Michael et Shraga également, vous serez représentés par des représentants dans une chambre qui n'a aucun pouvoir. Non, mais elle aurait autant de pouvoir. Qui est souveraine. C'est des détails que je n'ai pas encore. Non, franchement, c'est pas un détail. D'ailleurs, il y a un détail, c'est que les Palestiniens ne sont pas d'accord avec vous. Il faut qu'ils soient d'accord. Les Palestiniens ne sont pas d'accord, les Israéliens non plus. Je voudrais souligner un point quand même. Depuis 20-30 ans, on a focalisé le débat autour de cette solution des deux États qui n'est pas viable, en interdisant, en mettant une chape de plomb sur tout autre débat, toute autre discussion plus créative sur des solutions qui seraient envisageables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution miracle, idéale, mais en tout cas, tout ce qui s'est fait depuis
les différentes concessions israéliennes n'ont mené qu'à plus de violence. Donc on voit très bien que si un État palestinien était créé, la violence s'en serait multipliée. Ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les prévisions. Si vous écoutez par exemple les proches... c'est un constat qui ne se repose sur aucun fait. Comment vous pouvez savoir? Gaza n'est pas l'établissement d'un État palestinien. Je suis désolé. Moi, j'ai beaucoup de critiques sur le retrait de Gaza, la manière dont il a été fait. Et d'ailleurs, je suis doublement contre parce que ça a créé un précédent traumatisant pour les Israéliens et à juste titre. Je ne défends pas le pays. Je vous invite à reprendre le débat dans la seconde partie de l'émission. Ce sera tout de suite après le journal sur i24 News. À tout à l'heure.